Bonjour tout le monde. Moi je suis Clémence. Alors chez Pixelis, je suis capitaine du saut créatif. Je dis qu'on reviendra sur ce sujet, mais on a tous des noms de postes un peu particuliers. Oui, donc on est une agence de branding. Juste de manière courte, branding, la marque, c'est effectivement la base du marketing, mais c'est aussi la base du projet. On va en parler dans une seconde. Donc nous, on fait des packaging, on fait des identités, on fait des magasins. On est combien, Alexis? On est 80, un peu plus que 80. On existe depuis un peu plus de 20 ans. On a une spécificité, c'est qu'on fait du branding for good. Et en tout cas, on a fait toute une transformation. On a vraiment, autour du fondateur, autour des équipes, il y a à peu près 5 ans, fait un virage et décidé d'aller dans quelque chose qui fasse de la marque un outil du bien-être citoyen et puis du bien-être interne, on va en parler. Et ça, on l'a commencé par l'appliquer à nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on est là. Vous parlez de marque, mais vous parlez de Pixelis aussi comme exemple, parce qu'on est une entreprise libérée, parce qu'on fonctionne comme une entreprise libérée, une entreprise démocratique, vous allez le voir, et une entreprise dans laquelle le sens de ce qu'on fait est vraiment la base de tout et nourrit notre créativité et ce qu'on apporte aux marques. Donc moi, je suis Clémence et à côté de moi, on a Claire. Bonjour à tous. Du coup, moi, mon petit titre, c'est Positive Change Accelerator. Alors, c'est un grand titre, en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que les marques sont là pour pouvoir générer des changements positifs dans la société. Et plus particulièrement aussi, j'ai une petite spécificité, je travaille beaucoup avec les startups. Et puis, au sein de Pixelis aussi, j'ai été très associée au processus de transformation, à la politique de RSE en interne et aussi, du coup, au bien-être des collaborateurs. On en reparlera. Ouais. On commence ? Ouais, c'est parti. On se donne 45 minutes à peu près pour balayer ce sujet qui est le branding comme facteur de bien-être au travail. Encore une fois, c'est pas des vérités qu'on vous propose, c'est plus une réflexion. Le sujet, on l'a abordé avec Alexandre quand on a eu la chance de venir ici en parler avec vous. En fait, c'est assez évident ouais. Ouais, c'est surprenant aussi, parce que j'imagine que quand on vous a dit qu'on allait vous parler de branding à une conférence sur le bien-être au travail, vous êtes posé des questions. Pourquoi on est là? Ok, on est partenaire, mais on est là aussi parce qu'on est persuadé qu'il y a un vrai sujet derrière cette idée de branding associé au bien-être. Pourquoi? On peut peut-être avoir les premières slides. Pendant que la présentation arrive, j'en profite pour vous dire que dans la plupart des organisations libérées, on observe que les gens choisissent leur propre titre. Ils ont ou non une carte de visite, mais en tout cas, ils définissent eux-mêmes quelle est la fonction qui leur semble le mieux représenter leur talent et ce qu'ils sont réellement en train de faire dans l'organisation. Oui. Donc c'est une pratique inspirante en elle-même. On en reparlera à la fin, mais effectivement, ça définit nos postes pas par une fonction, mais par, évidemment qu'on a une fonction au sein de l'entreprise, mais cette fonction est étendue par rapport aux gens avec qui on a envie de travailler, à la personnalité qu'on a, au projet qu'on a envie de mener. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une force de projection. C'est-à-dire, c'est pas un état aujourd'hui. On peut pas se définir par en étant Positive Change Accelerator, mais c'est plus un objectif qu'on se donne. Comment je vais réussir à générer cette fonction? Ce principe de titre qui quelque part est une façon de faire une marque de notre propre poste, c'est parce que pour nous la marque c'est ça. La marque c'est pas seulement un logo et la face visible commerciale d'une entreprise. La marque c'est une vision et un projet. Donc c'est plus quelque chose qui définit un sens commun et une histoire commune que chacun dans une entreprise doit suivre. Et donc à son échelle, avec son propre titre et sa propre mission, et puis d'une manière beaucoup plus globale. Et ça fait le premier point, qui est la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que peut-être que la marque n'est pas la solution au bonheur, mais ce qui est sûr, c'est que la marque est souvent la source de malheur. Et que ça, c'est le premier sujet. Ouais, c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on avait aussi envie de vous en parler, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de la marque est-elle vraiment capable de générer du bonheur quand on voit le mal-être qu'elle peut produire au quotidien. Le premier sujet, c'est ma marque me fait honte, je l'assume pas, j'ai pas envie d'en parler en soirée parce que moi je me sens pas du tout alignée avec ces valeurs, ou parce que finalement je sens que moi j'y crois, mais je sais très bien que les gens autour de moi n'y croient pas et donc j'arrive pas à l'assumer.
Ouais, c'est presque une posture en fait, accepter, assumer, de dire moi je vis dans mon entreprise parce que elle offre du confort, parce que le chômage c'est difficile, parce que je ne sais pas comment je pourrais changer de vie, mais finalement on est capable d'avoir une position distanciée par rapport à son entreprise et on la prend en défense. Et ça on le voit hyper régulièrement. Donc là on a pris 2 exemples, mais qu'on connaît bien parce que c'est des entreprises qu'on connaît, mais ça peut arriver pour plein de situations. Donc là le premier exemple qu'on a voulu prendre, c'est Total. Moi, je voulais vous parler de ça parce que c'est une entreprise qui, en interne, offre beaucoup de confort à ses employés. C'est que les gens sont bien, il y a une promotion interne hyper importante. Donc, objectivement, ils reconnaissent que souvent, en termes de situation de travail, c'est plutôt agréable. Mais évidemment, à vivre à l'extérieur, c'est compliqué. Et moi, j'ai assisté à une situation qui a été hyper difficile. J'étais allée pour un séminaire parler de consommation, de consommateurs, de plein de trucs. Et puis, on m'a invité, j'ai eu de la chance, je suis allée faire du bateau avec eux parce qu'ils faisaient un tour en bateau. Voilà, ils faisaient avec un skipper. Et au moment où on a mis les pieds sur le bateau pour faire notre petit tour, c'était dans le sud. Le skipper ne savait pas pour quelle entreprise il allait faire ça. Et quand les gens lui ont gentiment et naïvement répondu que c'était pour Total, il a refusé en fait de diriger le bateau et de faire le tour. Et c'était assez triste parce que ça les a vraiment affectés profondément. C'est-à-dire qu'ils se sont pas dit ce type est pas sympa. Finalement, ils étaient assez d'accord avec la raison pour laquelle il adhérait pas et il voulait pas les emmener. Et en même temps, ils n'avaient pas de réponse. Et ils se sont retrouvés les uns en face des autres, face à ce silence. Et ça a été quelque chose de lourd à porter parce que voilà, pour les aider, moi, j'essayais juste de leur dire mais trouvez des raisons, répondez-lui, expliquez-lui des choses mais ils étaient incapables de répondre. Et puis on a un autre exemple un peu du même genre qui est la FDJ, la française des jeux, qui vend des jeux d'argent, même si c'est une entreprise d'État, et qui donc a régulièrement des difficultés, elle aussi, avec sa famille, avec ses proches, à expliquer comment, pourquoi, quel métier elle fait, quelle est sa portée dans la société. Et alors notamment, c'est assez symptomatique, c'est que à la FDJ, il y a ce qu'ils appellent le JR. Il l'appelle comme ça, il lui donne même pas en fait ça veut dire jeu responsable, et c'est quelque chose qui est une sorte de Graal en fait, et de protection. En fait, ils se cachent derrière le JR en permanence. Ils font tous leurs briefs avec 2 ou 3 pages en amont, des briefs d'agence, de tests, etc. En disant il faut qu'on fasse du jeu responsable parce que c'est très compliqué en fait pour eux d'aller trouver une justification dans l'action extérieure de leur entreprise sur ce qu'ils font. Voilà. Et c'est assez symptomatique. Alors eux, c'est extrême, mais vous le trouvez dans un L'Oréal, vous le trouvez dans des entreprises qui ne sont pas aussi extrêmes dans leur métier. Une autre raison aussi du mal-être au travail, au-delà de peut-être que en fait j'ai pas tellement honte de ma marque. À la base, je l'ai choisie pour une certaine raison. Ouais, j'en suis fière au départ. Ouais. Voilà, j'en suis fière. Elle m'inspire, donc c'est pour ça que j'ai envie de travailler pour elle. On le voit de plus en plus. Et en fait, quand j'arrive en interne, soit je me rends compte qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on m'avait promis et ce que je vis, et je souffre de ce décalage d'image entre même ce qu'on va me renvoyer quand je suis avec mes amis, qu'on discute et que les gens sont extrêmement jaloux que je travaille pour cette marque, et moi en fait je souffre de l'intérieur, je souffre de ce décalage. Ou alors parce qu'en fait je suis arrivée, il y avait une certaine ambiance et puis les choses ont changé. Par exemple, comme exemple, on peut prendre Virgin, qui est aussi un exemple qu'on connaît bien. Alors, en l'occurrence, moi, je le connais familialement bien, parce que j'avais ma mère qui était responsable des ressources humaines du Virgin sur toutes les années de lancement, pendant une quinzaine d'années. Et c'était une entreprise qui vraiment fonctionnait sur les valeurs qu'elle avait, sa capacité à aller vers de l'innovation, à créer des choses, à laisser de la liberté aux employés, à être dans une sélection très qualitative des gens et un fonctionnement interne. Et puis, il s'est avéré que ça a changé pour des questions de toujours la même chose, en fait. On veut structurer, on veut grandir, on veut dépasser une certaine taille humaine, puisque le Virgin Megastore était un magasin qui avait, une enseigne autour d'un magasin principal qui avait une certaine taille. Et puis on s'est dit, des fonds sont venus de l'extérieur, de chez Hachette en l'occurrence. Et puis on s'est dit, on va mettre les locaux en banlieue, on va structurer, on va faire que y a des recrutements classiques qui soient faits par rapport à des compétences établies et pas par rapport à un savoir-être. Et conclusion, il y a eu une sorte d'écart complet entre la population, les gens qui travaillaient chez Virgin et l'entreprise. Et ça a donné quoi ? Ça a donné des grèves pendant quelques années. Et puis ça a fini par donner une marque qui a perdu sa culture à l'extérieur, et ça a fini par donner ce triste magasin vide des Champs-Élysées qui est vide depuis 5 ans, avec quand même près de 500 personnes qui ont été licenciées. Alors face à ça, on sait que la réaction souvent c'est fuir. C'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui les jeunes diplômés, on le voit notamment aux États-Unis, 14% des jeunes diplômés aux États-Unis disent qu'ils
qu'ils veulent travailler pour une grande entreprise. C'est-à-dire que tout le reste ne veut plus travailler pour une grande entreprise. Donc on se dit, on va aller chercher le bonheur ailleurs, on le trouvera pas dans les grandes entreprises, dans les grandes marques. Donc pourquoi pas, et ça se fait de plus en plus, monter sa start-up, monter sa propre entreprise. C'est un milieu qui a priori est plutôt paillette, vend du rêve, on se dit ça va bien se passer, ça va être sympa. Libre. Exactement, je vais pouvoir avoir plein d'initiatives et la réalité c'est que souvent c'est un des endroits où on trouve le plus de burn-out parce que c'est énormément de pression, énormément de travail et même une idée de la part des dirigeants qu'il faut se sacrifier pour la cause commune du succès de la start-up. On pourrait croire que dans les milieux environnementaux, sociaux, c'est mieux, que dans les startups sociales c'est mieux, mais en fait dans les associations on pourrait croire ça. Voilà, dans les associations aussi. Et en fait nous ce qu'on constate sur le terrain, c'est que souvent c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de aussi vouloir faire quelque chose pour la société ça justifie encore plus qu'on demande aux gens de se sacrifier dans leur travail. Donc ça c'est vraiment aussi un sujet qui nous a préoccupés. Et si on parle de rayonnement de la marque, nous justement ça nous interroge sur mais comment on fait pour la faire rayonner en interne avant de la faire rayonner en externe, parce que c'est quand même affreux, parce que tu te dis finalement les grandes entreprises, je ne les connais pas mais je ne veux pas y aller, je vais aller vers les petites et les startups parce que ça va être moderne et que ça va être vivant et que ça va être joyeux et très collégial, et puis finalement je me rends compte que c'est encore pire que tout, donc c'est compliqué ensuite de voir l'avenir derrière. En tout cas c'est comme ça que beaucoup le vivent, et ça aussi ça interroge sur la qualité de la marque que l'on doit réussir à partager, du projet que l'on doit partager en interne. La troisième raison dont on voulait vous parler sur le sujet du branding et du mal-être, c'est l'idée de se sentir comme un numéro noyé dans la masse dans sa marque. C'est-à-dire, on a l'impression, on voit le grand projet qui est porté par sa marque à l'extérieur, mais nous de l'intérieur, on comprend pas trop le rôle qu'on joue là-dedans. On a l'impression d'être juste un rouage, d'être complètement interchangeable, et on comprend pas aussi pourquoi nous on travaille ici. C'est-à-dire, la marque n'a pas réussi à nous faire comprendre pourquoi elle nous avait choisi nous et pas quelqu'un d'autre. Et ça aussi, ça peut être un facteur de mal-être. Oui, nous, en discutant avec Claire, en travaillant sur ce sujet, on disait à un moment, finalement, c'est de se dire, est-ce que avoir l'esprit d'entreprise, ça veut dire quoi être corporate ? Il y a un moment, on dit il y a des gens qui sont corporate, il y a des gens qui sont pas corporate. En gros, il y aurait des gens qui seraient pour la marque en interne, il y a des gens qui seraient pas pour la marque. Et être pour la marque et dans l'interne, ça voudrait dire se fondre, ça voudrait dire disparaître en tant qu'être individuel pour pouvoir s'adapter au groupe. Mais c'est absolument pas bénéfique. Alors ni pour l'entreprise, on en parlera, ni pour l'individu. Donc peut-être que la question, même au moment du recrutement, au moment dans tout le travail RH, c'est de se dire, mais avoir l'esprit d'entreprise, c'est quoi ? Et toi, qu'est-ce que tu apportes à cette entreprise ? Quel est ton apport, ta valeur ajoutée. Vous allez voir au cours de la présentation, on vous a distribué des petits livrets. L'idée c'est que, alors là c'est plutôt un exercice de prenez 2 minutes pour y réfléchir, après il y aura peut-être des choses un peu plus à développer, mais on essaye de vous faire réfléchir dès aujourd'hui à certains sujets. Et notamment, là, une des premières questions qu'on avait envie de vous poser, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous comprenez déjà le projet de votre entreprise ? Est-ce que vous avez l'impression d'y participer ? Est-ce que vous êtes enthousiaste dans la réalisation de ce projet ? Est-ce que pour vous, c'est évident ? Et est-ce qu'il y a des choses aussi dont vous avez honte ? Et est-ce que cette question est étrange ? Parce que est-ce que vous la posez, en fait, régulièrement ? Nous, on n'a pas répondu, vous verrez, on a répondu à toutes les autres questions, pas à celle-ci, en fait, pour une raison assez simple, et pour le coup, je pense qu'on a vraiment de la chance, nous, c'est qu'on choisit Pixelis pour cette raison. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle on vient dans cette entreprise, c'est pas son carnet d'adresses, sa compétence ou son histoire, mais c'est bien la façon dont elle voit le projet d'entreprise, la vision, ce qu'on doit apporter au monde, et comment faire pour que ça résonne en interne. C'est vraiment la manière dont on vit, nous, l'entreprise de l'interne. La fin de cette première partie, donc ça pourrait paraître un peu pessimiste. Nous, on est là pour vous dire que si le branding peut être une source de problème, il peut surtout et aussi être une source de solution. Et que là où on voit justement que beaucoup de gens fuient, il faut arrêter de fuir, et que nous, notre conseil, c'est plutôt vous, en interne, posez-vous des questions sur ce que vous pouvez faire à votre échelle, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on a mis en cohérence entre une stratégie de marque et une stratégie individuelle, un changement de posture dans ces deux niveaux, on peut arriver à des changements rapides. Oui, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que
autant la marque peut être vraiment la source du problème, autant elle peut aussi être la source de la solution. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est parce qu'on adhère à un projet qu'on va peut-être accepter, mieux vivre ce qui peut se passer en interne au quotidien, et que finalement, c'est dans ce projet-là qu'on va se réaliser. Et finalement, c'est vrai que cette idée de se dire, dès que je pourrai, je ferai autre chose, ou dès que je pourrai, j'arrêterai, c'est juste affreux, quoi. Ça fait des journées très longues pour penser à quelque chose qu'on ne fait finalement pas, et qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire, parce qu'à un moment, les grandes entreprises, c'est aussi des sources d'emplois collectifs importantes, et qui ont déjà pignon sur rue, et qu'on peut peut-être améliorer, en fait. Alors, comment vous pouvez réaimer votre marque, ou commencer à l'aimer déjà ? La première chose, en fait, c'est de retrouver de la fierté pour sa marque. Et tout à l'heure, on avait pris des exemples, donc sur Total, sur FDJ. On aurait pu prendre celui de La Poste aussi, par exemple, et se questionner. Et eux, en fait, commencent en fait à avoir des ateliers de questionnement sur, justement, de se dire, parce que pour La Poste, c'est pas la même chose, évidemment, c'est pas quelque chose de négatif, mais quand même, quand ils font des dîners avec leurs amis, etc., souvent, ce qu'ils entendent, c'est cette entreprise est ringarde, cette entreprise n'évolue pas, cette entreprise est pleine de gens un peu qui profitent, des choses qui sont absolument fausses, mais qui peuvent être dures à vivre, et on voit bien toute la souffrance qu'il peut y avoir dans cette entreprise-là. Et ces questionnements-là sont faits pour en fait se dire, mais attends, qu'est-ce que j'apporte, quoi ? Qu'est-ce que j'apporte au quotidien ? Et finalement, si on regarde La Poste, ça a un rôle et une importance aux yeux des citoyens, un rôle social, un rôle de contact, et on le voit avec ce qui commence à développer, même en termes d'offres complémentaires autour du courrier, qui est une source de fierté. Et puis si on prend FDJ, la Française des Jeux dont on parlait tout à l'heure, ce qui arrive à faire que les gens y restent et restent heureux, c'est que cette entreprise est le premier contributeur du sport français. Qu'à l'intérieur, il y a une implication des salariés sur chacune des prises de parole de l'entreprise, que ce soit autour du Tour de France, parce que c'est d'actualité, tout ce qu'ils ont fait autour de l'Euro, le travail au niveau du handicap, il y a une intégration du handicap qui est très forte et qui est très ancienne, et ça les rend fiers. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand vous y rentrez, très régulièrement, vous pensez aller dans une entreprise de jeu et vous vous retrouvez dans une entreprise de sport. Et de respect et d'accompagnement, encore une fois, citoyen du handicap. Donc c'est finalement de se dire, je peux regarder ma marque autrement. Je peux trouver des choses que je peux raconter à l'extérieur. C'est-à-dire pas dire seulement, je m'enrichis sur le dos des gens en voyant des pauvres gens qui boivent dans des troquets, mais plutôt de se dire, en fait, d'abord ça on le gère avec le fameux JR, mais surtout, ce qu'on fait de nos sous, c'est ça. C'est faire en sorte que n'importe qui en France puisse avoir accès au sport. Et ce qui est intéressant de se dire à ce niveau-là, c'est que si votre marque existe a priori et qu'elle fonctionne, c'est qu'elle crée de la valeur pour quelqu'un. Donc essayez de vous poser la question aussi de pour qui elle crée de la valeur, pour qui elle a un impact positif. En général, il y a quand même des réponses. La deuxième chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez commencé à ouvrir ce questionnement, c'est pousser peut-être les choses un peu plus loin. Je pense que vous êtes beaucoup ici à connaître les lab sessions de l'Institut des futurs souhaitables. Donc c'est vraiment, on prend un groupe d'individus et on les emmène pendant 6 mois rencontrer des réinventeurs du monde, des gens qui pensent le monde de demain, pour nous emmener dans une notion plus prospective. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à un niveau individuel, c'est de vous dire quelles formations vont m'aider aussi à repenser un peu la marque en interne. On parlait un peu de conspiration tout à l'heure, finalement l'idée de conspirer dans son entreprise pour la transformer, participer à ce genre de formation et ramener l'esprit de cette formation en interne, c'est une façon de participer à la transformation de sa marque. Une autre possibilité, une fois qu'on a fait aussi ce voyage individuel, c'est surtout de le transformer en voyage collectif. Comment je fais pour en parler de façon interne dans ma marque ? Vous avez en général la possibilité de pouvoir organiser des séances de discussion avec d'autres collaborateurs, pourquoi pas avec des parties prenantes extérieures. C'est ce qu'on voit avec Métro ici, qui a fait un colloque sur la restauration de demain. Donc essayez de se projeter sur, ok, aujourd'hui l'état des choses il est comme ça, mais demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment on pourrait réinstaurer une vision de notre marque qui nous donne envie d'y adhérer ? Oui, ça veut dire aussi au niveau plus collectif, notamment au niveau des ressources humaines, notamment, de se dire, ok, quand un collaborateur vient me demander une formation qui est une formation sur la réflexion, sur la prospective de mon entreprise, etc. D'abord, c'est de se dire, il va pas en vacances et il n'est pas en train de changer de vie, il est en train de réfléchir à prendre du recul, parce que s'interroger, c'est pour réaimer. Pour réaimer, il y a un moment, il faut regarder. Donc il va falloir voir ce qui est négatif, voir ce qui est positif et voir des solutions. Et puis ça veut dire accepter de se dire, peut-être quand il va revenir de ces formations,
formation, il aura envie de changer des choses. C'est-à-dire c'est pas seulement en fait avoir des formations pour se motiver, c'est accepter qu'il y ait des transformations qui soient faites, qu'il y ait certainement des critiques qui soient faites. Nous quand on parle d'entreprise libérée, là on a l'air un peu de bisounours, mais on est aussi un endroit où il y a beaucoup de débats, on n'est pas toujours d'accord et on ne tombe pas forcément d'accord à la fin. Et c'est ça qui est clé en fait, c'est d'accepter ce débat comme source d'engagement individuel dans un groupe. Et puis bon, réfléchir c'est bien, agir c'est encore mieux. Donc nous aussi, ce qu'on vous conseille à un niveau individuel, c'est de se dire quelle brèche j'ai pour vraiment pouvoir faire évoluer ma marque. C'est-à-dire quelles initiatives je peux prendre à mon niveau dans certains espaces. Dans la légitimité de mon poste. Exactement, dans la légitimité de mon poste, pour faire avancer les choses. Et on avait 2 petites histoires à vous raconter. Et la première, c'est celle de Venez vérifier, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais c'est cette campagne qu'a fait Fleury Michon il y a 2 ans maintenant, sur l'origine de son surimi, et l'idée de prouver qu'il y avait vraiment du poisson dans ces surimis, avec à l'affiche des vrais pêcheurs de la marque en Alaska. Et en fait, au départ, d'ailleurs, pouvait faire un peu green bashing. Tu te disais, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est que cette pub bizarre, etc. En fait, il y avait un vrai projet derrière ça. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un nouveau directeur marketing qui est arrivé et qui s'est dit, j'ai de l'or entre mes mains et personne n'en fait rien. J'ai vraiment des bons produits. Il y a peu de choses peut-être à changer dans la formule, mais j'ai un produit qui est super et personne ne le sait. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire plutôt que je vais en parler, et puis aussi je vais pas m'arrêter là. Je vais aussi aller voir les pêcheurs sur le terrain, parce que pour que les pêcheurs qui sont en Alaska acceptent de participer à ce projet, il a fallu les convaincre. Donc il est parti sur le terrain, il les a rencontrés, il est monté sur leur bateau, il a vécu la mer sur leur bateau, et il a gagné leur respect, et ils ont pu participer à la campagne. Et comme ça, il a pu à la fois recréer de la fierté pour sa marque en externe, puisqu'il est fier de montrer qu'ils vendent des bons produits, mais en plus pour les collaborateurs qui participent au quotidien, puisqu'on a des pêcheurs qui sont fiers aussi, qui étaient un peu ignorés dans la chaîne de Fleury Michon et qui aujourd'hui sont mis en avant. Et ce programme-là, il est reproduit. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des gens qui, au marketing, vont sur les bateaux et sur les différents projets, parce que ça a dépassé le surimi aujourd'hui, pour aller voir ce qui s'y passe. Alors forcément, c'est dangereux, parce qu'il faut qu'il s'y passe des choses qui sont bien. Voilà, donc ça, forcément, c'est engageant. Et ce qui est intéressant, c'est de le soutenir, parce que finalement, c'est vrai que nous, quand on arrive dans une entreprise, c'est rare qu'on nous dise mes produits sont pas bons. Mais si vous croisez la même personne dans un contexte privé, elle va vous dire oui, c'est sûr que quand tu travailles pour Fleury Michon, tu travailles pas pour. Voilà. Alors que là, en fait, le principe, c'est de se dire, non. Et cette personne nouvelle qui arrive chez Fleury Michon, elle se dit, mais moi, j'ai pas envie de bosser pour des mauvais produits. Vous me dites que c'est bon, on va aller voir. Et en étant prêt à se dire, on peut les changer si jamais je tombe sur un truc qui est pas terrible. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Et c'est un directeur marketing, faire une campagne de pub, c'est juste dans son spectre. Deuxième exemple qu'on a pris, c'est Innocent, donc qui a fait ces petits bonnets là. En fait, ça, c'est une initiative d'un membre de l'entreprise, un collaborateur qui n'est pas du tout au marketing, c'était quelqu'un qui était plutôt à la logistique. Il faut savoir que chez Innocent, en tout cas jusqu'à présent, le recrutement est le premier outil de marketing de la responsable marketing, c'est comme ça qu'elle le décrit. C'est-à-dire qu'elle dit, si vous voulez avoir des bonnes campagnes de pub et des bons produits, recrutez des gens qui sont dans votre état d'esprit. Donc c'est ce qu'elle fait, donc forcément les collaborateurs sont dans cet état d'esprit. Et lui donc voulait faire ces petits bonnets, parce que l'association qui reversait l'argent avec les petits bonnets, elle y trouvait ça intéressant. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que cette initiative, elle n'a pas été prise dans le genre, on va faire quelque chose de bien, c'est dans la case corporate, dans la case fondation. Il y a quelqu'un au marketing qui s'est dit, mais c'est hyper malin, parce que le petit bonnet sur la bouteille, ça fait un petit bonnet froid pour un fruit tout nu quand c'est l'hiver. Et ça veut dire qu'on va pouvoir en faire un outil marketing. Et ça, c'est pas négatif. Parce que ça veut dire que ça lui donne du rayonnement. Ça veut dire que les budgets marketing viennent soutenir quelque chose qui a du sens au départ et qui vient du collaborateur. Donc c'est de se dire à la fois, je peux avoir de l'initiative quand j'ai les moyens de le faire, quand je suis le directeur marketing, mais ça peut aussi vouloir dire, quand je suis l'entreprise, je peux regarder l'initiative d'un collaborateur autrement que comme le petit truc dans un coin, ça peut être la source d'un projet beaucoup plus large pour l'entreprise. Donc c'est vraiment de regarder tout le temps dans les deux sens. Deuxième façon en fait donc c'est soit on prend l'initiative individuellement, soit on laisse l'espace pour pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on fait pour aider les collaborateurs à aimer leur marque ? On dépense des sous, on fait du temps, on crée des espaces temporels, financiers dans l'agenda marketing pour en fait faire qu'ils puissent se réapproprier et partager à la marque. Typiquement, on a un exemple là-dessus, c'est les Citizen Day de L'Oréal. Au début, quand ça c'est un sujet qui a 7 ans, qui a rassemblé combien de 7000 collaborateurs.
collaborateurs en 2016. 7000, c'est énorme. Au départ, pour connaître les gens de chez L'Oréal, au départ, c'était un peu le truc, ils y allaient en traînant des pieds, quoi. En se disant, c'est quoi cette idée qui vient du patron, ils ont réussi à le convaincre, etc. Et puis, parce qu'en plus, c'était gênant, il fallait aller chez les gens, là, il y avait des projets qui étaient repeindre des appartements, il y avait des projets qui étaient nettoyer les cheveux de personnes sans abri, il y avait des trucs qui étaient compliqués, quoi. Et mes conclusions, ils se sont retrouvés ensemble, à différents niveaux de poste, avec toutes les enjeux politiques et les envies de carrière qu'il peut y avoir à l'interne, à mener des projets par équipe. Et puis ils se sont pris au jeu, quoi. Et ils sont rentrés dedans. Et conclusion, aujourd'hui, les Citizen Day, c'est vraiment des retombées très fortes. C'est un liant important de l'entreprise, mais c'est aussi une source de questionnement. Parce que typiquement, l'autre jour, on était chez Garnier pour parler de RSE, et c'était rigolo de voir qu'en fait, forcément, quand on met en place des sujets comme ça, après, il y a des collaborateurs qui disent oui, mais les produits qu'on vend, ils sont quand même très polluants. Ah bah oui, mais les produits qu'on vend, ils sont pas recyclables. Ah mais les produits qu'on vend, ils sont fabriqués ailleurs, forcément, parce que vous les incitez à penser du bien. Donc comme vous les incitez à penser du bien, vous leur demandez de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire sur le cœur de leur métier quotidien. Et c'est intéressant de faire ça, parce que c'est ce qui fait que peut-être un jour, L'Oréal réussira à avoir cette image de manière publique et le faire remonter à sa mission affichée. Un autre moyen de créer de l'espace, c'est ce que peut faire le Pro Bono Lab, donc avec laquelle n'importe quelle entreprise peut s'associer. Le Pro Bono Lab, c'est une association qui s'occupe de créer des partenariats entre des entreprises et des organisations à fort impact social ou environnemental, et qui s'occupe de trouver les bonnes compétences dans l'entreprise pour les mettre à disposition de ces organisations. C'est-à-dire que concrètement, ils organisent soit des ateliers sur une journée, soit un mentoring plus élaboré, mais vraiment l'idée, c'est de revaloriser les compétences des collaborateurs en interne en leur permettant de vraiment les faire sortir un peu de leur bulle, de leur métier habituel et de les mettre au contact de ces associations ou de ces organisations à fort potentiel social et environnemental. Ce qui peut être une vraie bulle d'air dans le quotidien des collaborateurs et puis aussi leur redonner du sens, leur revaloriser ce qu'ils savent faire. Une fois ça dit, c'est intéressant de redonner de l'espace, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vraiment transformer son entreprise. Et puis, souvent, vous le faites, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous, on rencontre très peu de marques qui font rien, qui ont pas du tout d'action dont on peut être fier, qui se posent pas de questions RSE. Aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Puis d'ailleurs, on leur déconseille de continuer sur cette voie, parce qu'a priori, c'est des entreprises qui vont être amenées à disparaître si elles se posent pas ces questions. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'abord d'être capable de communiquer sur ce que vous faites, parce qu'un des gros problèmes, en fait, qu'on voit chez les entreprises qu'on a en face de nous, c'est que les collaborateurs ne sont pas au courant du tiers de ce qui est fait en interne. Ce qui fait que souvent, ils ont en interne une image pire que ce qui est réellement fait. Et alors l'exemple qu'on a choisi ici, c'est celui de Garnier, qui travaille notamment avec une association qui s'appelle TerraCycle, et qui en fait que une grande partie de ces emballages sont recyclés pour faire des bacs à fleurs. C'est notamment le cas de ce qui est fait à Central Park. Énormément de bacs à fleurs de Central Park sont faits avec du recyclage des produits Garnier, mais personne ne le sait en interne. Alors personne. Ce qui fait qu'on fait des brainstorming, des workshops, ce que vous voulez, pour imaginer des solutions en fait qui donnent une valeur, une image positive de la marque Garnier, alors qu'on a déjà en fait dans les tiroirs des tas de choses qui sont menées de cette façon-là, parce que on met pas d'argent pour communiquer sur ça en interne, alors que au final c'est ça qui permettrait aux collaborateurs de se dire ok, tout le monde le sait pas encore, mais on est déjà en train de faire plein de choses. Donc la première chose, c'est ok, on fait des actions RSE ou des actions de DD, mais surtout on le fait savoir en interne. On fait de chaque collaborateur un ambassadeur, un porte-parole de cette action-là aussi. Un deuxième cas qu'on vous a mis ici, c'est un cas sur lequel on a eu le plaisir de travailler avec Pixelis, donc pour Pyrex, où on avait vraiment cette idée de comment on parle tout simplement de ce qu'on fait en RSE à nos collaborateurs. Donc c'était une activation pendant 4 semaines avec une invasion progressive des locaux, avec des quiz, des animations dans la cafette, etc. Et l'idée, c'est rendre ça aussi ludique, rendre ça sympathique, mais montrer qu'il se passe des choses. Une fois tout ça dit, il faut se dire que quand même parfois, évidemment, les collaborateurs ont raison, et il y a des choses dont on peut avoir honte dans sa marque, ou en tout cas qu'on peut questionner. Et aujourd'hui, on pourra en parler pendant très longtemps de ce sujet-là, on va y passer un peu plus rapidement, mais c'est vrai que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment, en tant que marque, je me questionne sur ma réelle utilité dans la société. Comment je fais pour faire évoluer mon offre, pour faire évoluer ma façon de communiquer. Le cas dont on voulait vous parler, c'est Barbie. Donc un cas qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, notamment sur l'image de la femme qui véhiculait. Et une marque qui a pris conscience
de cette nécessité de changer, de bousculer un peu les choses, qui est en train de revoir les mensurations de ses poupées, qui est en train de communiquer. Vous avez peut-être vu les campagnes de communication sur ces petites filles qui jouent des rôles métiers qui sont pas forcément portés beaucoup par les femmes aujourd'hui, donc qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, qui sont footballeuses, et qui incarnent une nouvelle vision de la femme. Et c'est hyper important, c'est ce dont s'est rendu compte Barbie, c'est que leur rôle, au-delà de donner des jouets pour des enfants, c'était de porter une nouvelle image de la femme, puisqu'ils interviennent au niveau des enfants, et donc au moment de la construction de cette image. Après, ce qu'on peut se dire quand même, c'est que pour le moment, ça, on le sait quand on lit des bouquins de marketing, voilà, on le sait quand on s'intéresse à comment une entreprise fonctionne de l'intérieur, mais je sais pas pour vous, mais de l'extérieur, Barbie, ça reste quand même le vendeur de la bimbo, voilà. Et finalement, moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'attends le moment où on aura la campagne, où on aura écrit, voilà, on n'est pas tous des Barbie, on n'est pas obligé de l'être, à la Patagonia avec Don't buy this jacket, voilà, et quelque chose qui inverse les proportions. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que certainement que ce serait bénéfique aussi pour leur marque, parce que finalement, de faire ça, ça répond à des attentes citoyennes fortes. Donc voilà. Donc il y a le premier step, c'est j'ai pris conscience que mes collaborateurs, je mets en place des communications corporate, je change certaines choses au sein de mon offre, mais je vais plus loin et clairement, je décide moi-même de hacker ma propre marque et de l'emmener vers une autre orientation. Alors voilà, on s'est dit, de la même façon qu'on se demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui pouvait vous gêner ou vous faire honte, ou etc. Qu'est-ce qui peut vous rendre fier de votre marque aujourd'hui et demain, si on vous pose cette question, si vous essayez de réfléchir vous à ce que ça peut donner, qu'est-ce que vous diriez? Alors nous, on a répondu, et ça c'est un point important aussi, on répond pas à la même chose, et c'est important que dans une entreprise, vous preniez en compte tout ce qui est répondu, parce que tout ça, ça fait la richesse d'intérêt. Ce qui fait qu'on se disait même, ça pourrait donner un fil ou un mur de prise de parole de collaborateurs où chacun dirait pourquoi il l'aime. Alors typiquement, voilà, moi j'ai répondu ça, je suis fière de travailler dans une agence qui est dans l'action plutôt que dans la contestation, qui encourage activement la transformation du monde en osant proposer des modèles alternatifs aux grandes marques, à ceux qui ont les rênes. Parce que peut-être, mon métier de base, c'est de faire du marketing et de faire de la publicité, et de me dire que je peux le faire avec du sens, c'est important pour moi, et c'est ce que Pixelis représente. Claire, elle a répondu à autre chose. Ouais, mais j'ai parlé aussi pas mal de bien-être, on en parle beaucoup, en plus c'était le sujet aujourd'hui, mais moi ce dont je suis fière, c'est de me dire que je suis dans une agence qui se pose la question des humains dans l'agence, et c'est pour avoir rencontré d'autres agences, c'est pas toujours le cas. Donc une agence qui se préoccupe du bien-être et qui a compris que le bien-être était source de créativité et que en privilégiant l'épanouissement des personnalités différentes, c'est aussi comme ça qu'on allait faire la richesse de l'agence, c'est quelque chose qui me rend très fière. Et aussi l'idée aussi d'une agence hybride. J'aime beaucoup l'idée qu'on fait venir à l'agence des startups, des associations, des partenaires comme la Fabrique Spinoza et qu'on grandit ensemble. Ça c'est quelque chose qui moi me réjouit au quotidien. Oui, c'est vrai, et sans jamais on n'est jamais propriétaire des gens qui bossent avec nous. C'est-à-dire que nous, quand on a des partenaires, on dit on travaille avec la Fabrique Spinoza, enfin, tout est complètement transparent, et je trouve que c'est agréable cette sincérité-là, quoi. Le deuxième grand chapitre qu'on voulait aborder avec vous, c'est que en fait aussi apprendre à aimer sa marque, ça va donc à nouveau se faire au niveau individuel et au niveau de la marque, mais par une reconnexion de l'intérieur à la marque. C'est comment je peux me réapproprier un peu cette marque, réapprendre à la vivre, mieux comprendre ses valeurs et son projet. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on n'a que des moments, des temps qui sont forcément un peu éparses dans le temps de travail dans l'entreprise où on réfléchit à sa marque, la plupart du temps, on la vit pas, quoi. Donc, la première façon de se reconnecter, c'est de vivre la vie quotidienne de l'entreprise dans un contexte qui exprime en fait les valeurs de sa marque. Première façon de faire, assez connue, mais pas toujours, parce que régulièrement les locaux, quand ils sont retravaillés, on réfléchit plutôt en mode d'organisation collective. Est-ce qu'il faut les espaces ouverts? Est-ce qu'il faut que chacun soit propriétaire de son bureau ou non? Mais on réfléchit pas en termes de ambiance ou personnalité, en fait, esprit de l'entreprise que là on a envie de partager. Un exemple qui fonctionne, évidemment, qui est plus facile à mettre en place pour eux, mais qui est quand même intéressant, c'est Airbnb. Airbnb, leur positionnement au niveau du public, c'est de dire on est partout comme chez soi. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. C'est-à-dire que l'organisation de leurs locaux, c'est une maison avec une table, un salon, une cuisine, des chambres, et à chaque fois, en fait, on va y vivre. Et c'est pas simplement décoratif, c'est-à-dire que la fonction de la pièce correspond à ce qu'on pourrait y faire. On va faire ses devoirs en petit comité dans une chambre. On va partager sur les sujets dans la salle à manger, et on va au contraire avoir une discussion peut-être plus informelle dans la cuisine. Un autre exemple qu'on vous a mis, c'est Cartoon Network, donc chaîne de dessins animés
dont un des slogans c'est vraiment on fait ce qu'on veut en fait. Donc c'est l'imagination en fait n'a pas de limite et quand on a un slogan comme ça, une vision comme ça, c'est important qu'on la retrouve dans les locaux. Donc on retrouve cet esprit de liberté, cette imagination complètement débridée dans les étages au quotidien. Et ça c'est hyper important aussi pour que le collaborateur le capte et n'ait pas l'impression, on parlait tout à l'heure d'un décalage entre l'extérieur et l'intérieur, que ça revienne jusque dans les locaux. C'est pas juste une façade, c'est quelque chose qui doit imprégner votre organisation. Et puis c'est une façon de vivre, c'est pas du décor. Parce que souvent, en France, quand on veut brander ses locaux, on fait du décor. C'est-à-dire qu'on va mettre des logos partout, on met les derniers produits absolument partout, on met des noms de salles de réunion qui correspondent. À la Poste, c'est des endroits français. Vous allez chez Air France, c'est des destinations dans le monde. Et voilà. Sauf que ça suffit pas en fait. Donc c'est plus de se dire, mon client, mon citoyen, qu'est-ce qu'il vit de ma marque ? Donc, si je me mets à boire un café, à discuter avec mes collègues, à faire un débat à la façon de ma marque, ça donne quoi ? On va en reparler un peu plus tard. Et aussi au niveau, les locaux c'est bien, mais l'organisation c'est encore mieux. Donc si on peut aller jusqu'à au-delà de transformer nos lieux de vie, transformer la façon dont on travaille, c'est aussi intéressant. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec Google. Quand on va travailler pour Google, on s'imagine rentrer dans une boîte extrêmement créative, extrêmement dynamique. Si on retrouve pas ça quand on y arrive, on est déçu. Donc ce qu'ils mettent en place, c'est des systèmes déjà pour donner de la flexibilité, donc des garderies en interne, etc. Mais aussi un temps qui est réservé toutes les semaines pour que chaque collaborateur puisse créer ses propres projets. Donc c'est vraiment donner cette liberté de créativité pour monter des projets en interne et c'est comme ça notamment qu'est né Gmail, il me semble. Et après, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au départ, quand on fait des transformations de ce genre, on peut avoir des réticences, parce que ça peut paraître un peu violent parfois de se dire on va discuter sur un canapé, on n'est pas face à face autour d'une table, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que le fait de le faire dans une volonté de cohérence par rapport à sa marque, c'est intéressant, parce que finalement ça donne un sens commun et ça justifie, ça fait que c'est pas gadget. Enfin, évidemment, si on vous dit maintenant on bosse dans des poufs, dire ok, alors pourquoi des poufs ? Parce que des poufs ça fait plus détendu. Ouais, sauf que si vous y allez en jupe et en talons et machin, le pouf il est pas forcément détendu. Donc le truc c'est pas comment faire, le truc c'est pour quelle raison en fait. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Deuxième exemple qu'on a pris, c'est Leroy Merlin qui depuis extrêmement longtemps est une entreprise qui fonctionne sur l'intrapreneuriat. Elle le fait de toute façon pour une raison déjà simple, c'est que l'actionnariat salarié elle connaît, tous ses salariés sont actionnaires de l'entreprise. Et puis elle a depuis très longtemps créé des nouveaux modèles essayé, investi, parce que c'est aussi une entreprise à fonds privés, c'est important. On rigole, on est souvent critique face à ces grosses fortunes françaises et notamment Muliez, mais il s'avère que chez Leroy Merlin c'est une grande force parce que ça fait qu'ils essayent en fait, ils lancent des enseignes, ils font des essais avant et ils laissent le temps aux choses et au temps au développement. Et notamment ils ont créé par exemple Zodio qui est une entreprise qui est une chaîne d'accessoires pour la maison assez rigolote, grande surface en banlieue de ville, qui a été créée sur l'initiative d'un collaborateur et le collaborateur est devenu en fait le directeur général de ce sujet-là avec donc les fonds de Muliez. Il aurait été incapable de faire ça seul. Et évidemment ils l'ont accompagné pas seulement financièrement, mais aussi dans la structure, dans le fait d'aller plus vite dans le développement. Ouais, on accélère. Donc je vais en reparler juste après de toute façon. Se reconnecter à sa marque de l'intérieur au niveau individuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi, on parlait de Brecht tout à l'heure, ça veut dire faire vivre aussi ses équipes à l'intérieur, son service, ses collègues, l'esprit de cette marque. Une fois qu'on l'a capté parce qu'il nous a été transmis par la marque, c'est pas s'arrêter là. Et si la transformation chez nous a marché aussi, c'est que chaque collaborateur au niveau individuel s'est dit super, on a envie le top management a envie de mettre en place une entreprise libérée, ok, et du coup je vais pouvoir moi m'en emparer de ce sujet-là, je vais pouvoir m'emparer de ce sujet de créativité, d'engagement chez Pixelis et comment je vais créer des lunch inspiration, c'est-à-dire que le midi on fait venir des partenaires, parfois c'est des amis, mais on sait que c'est des gens qui ont des messages inspirants à délivrer à l'agence, et on prend le temps d'organiser un déjeuner à l'agence où on parle de ces sujets. On a mis l'exemple aussi... sans forcément d'objectif à court terme. On ne sait pas forcément ce qu'on va faire en fait de ce partenariat ou de ce qu'on va venir nous dire. Ça vient vraiment pour alimenter un état d'esprit. Par exemple aussi, on fait des sujets sur le développement durable. Plutôt que faire une formation classique sur le développement durable, parce qu'on devait transmettre ces messages-là, on s'est dit on va le faire dans notre esprit. Dans notre esprit, c'est quoi ? On va organiser une petite compétition sympathique avec qu'on appelait la Coupe du DD. Et puis on va faire des équipes et on va faire des jeux pendant tous les midis pendant une semaine. Et c'est comme ça qu'on va transmettre un peu les notions importantes. Donc c'est vraiment se questionner toujours sur, même quand je fais une action de communication, qu'est-ce que ça veut dire
à l'image de ma marque. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la personnalité de ma marque? Et l'entreprise l'officialise réellement en mettant à disposition des personnes qui ont envie de lancer des projets, une équipe de graphistes qui va le faire, en laissant un temps à la cafette qui est dédié à ça, et même en insistant sur le fait que quand les gens ne sont pas là au midi et qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne prennent pas le temps de découvrir, ça devient c'est presque une faute professionnelle chez nous, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de notre travail de s'ouvrir. Alors là, on vous avait proposé un petit exercice. Vu que le temps est court, je crois qu'on va passer un peu rapidement dessus. Mais l'idée, c'était de vous dire, si vous deviez imaginer, on va peut-être vous laisser quand même 2 minutes, mais un pot interne à l'image de votre marque, ça donnerait quoi? Concrètement, vous feriez quoi avec vos collègues? Vous mangerez quoi? Vous vivriez quoi? Il y aurait quoi comme animation? Ça ressemblerait à quoi? Et en quoi ça serait particulier vraiment à l'esprit de votre marque? Alors nous, on vous a mis nos réponses. Qui sont qui sont différentes en fait. Claire, elle nous a parlé de quelque chose de plus... Moi, j'étais plus sur une idée de cocktail coloré, de playlist rock, parce que à l'agence, on aime bien dire qu'on est un peu des rebelles, il y a des drapeaux pirates, voilà, mais toujours avec... On se vole les uns les autres, ils se déplacent, les bateaux pirates, parce que des fois, on n'est plus considérés comme suffisamment pirates, donc c'est cool. Ouais. Et puis après, avec quand même des chamallows pour le côté hyper bienveillant qu'on retrouve partout à l'agence. Alors que moi, j'avais imaginé un pot, au contraire, ultra... simple, brut, rough, où on fait en fait la cuisine tous ensemble, et en cuisinant on discute parce que voilà, on fait en essayant d'avancer, puis à la fin on mange ce qu'on a fait, tout simplement. Et je crois que Clémence et Claire, vous aviez une dernière idée forte à partager avec nous sur le service. C'est ça, c'est qu'en fait, si on remonte à ce que Claire nous a expliqué tout à l'heure en disant l'une des grosses faiblesses de l'amour pour la marque, c'est de ne pas s'exprimer soi-même, enfin de ne pas exister à l'intérieur de cette marque. La première manière d'exister au sein de cette marque, c'est de créer une marque de son propre service. Donc nous, on a pu l'observer, on l'observe déjà dans certaines entreprises. Par exemple, Danone a tendance pour créer des mini startups au sein de l'organisation, créer des marques. Ce que vous voyez ici, là, le MIA, alors pas c'est Danone, c'est Manifesto Innovation Accelerator. C'est un groupe de personnes internes qui crée de l'innovation en interne et qui a son nom et qui ne se présente pas comme Danone, qui dit nous on est le MIA de Danone. Et ça c'est quand même plutôt intéressant. C'est l'esprit de Boost, qui était une action communautaire lancée par Adidas pour les citoyens et les habitants parisiens. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui était le principe de dire on offre une communauté, on la crée, mais on ne la possède pas, et donc en créant des logos, des identités qui soient proches de leur marque, mais qui soient libres d'être redessinés par chacun. Juste si on peut vous laisser sur un message de conclusion. Pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que quand c'est bien fait, cette communication, c'est-à-dire que quand il y a vraiment ces va-et-vient entre la marque qui va vraiment s'adresser aux collaborateurs pour leur laisser l'opportunité de s'approprier la marque et les collaborateurs qui saisissent cette opportunité, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a vraiment avant, on avait la marque employeur d'un côté et puis la marque communiquée de l'autre, mais aujourd'hui, la marque employeur va venir complètement nourrir cette marque et l'image de la marque globale. Et c'est ça qui est intéressant, surtout dans un monde où aujourd'hui on a des consommateurs qui n'acceptent plus l'idée d'avoir une marque boîte noire, une marque derrière laquelle on ne voit rien et on ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, on voit que les marques mettent en avant leurs collaborateurs, ont envie qu'ils s'emparent de cette marque, parce que c'est ça aussi qui va rendre l'âme et l'authenticité d'une marque. Oui, je pense que cet élément est très important, c'est que ce qu'on vous a raconté depuis le début, c'est quelque chose qui, on espère, peut vous rendre plus heureux au travail, mais est important à communiquer aussi à la direction au niveau des investissements, dans le sens où une marque qui résonne juste à l'extérieur, c'est une marque qui a d'abord été construite juste à l'intérieur. Donc faire ça, c'est pas seulement pour le bien-être des salariés, c'est parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir une image aspirationnelle à l'extérieur. Donc il y a aussi un intérêt pour eux, commercial, pour toute la direction à faire ça. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment content de cette prise de parole. Il y a beaucoup de travail derrière pour préparer ça, parce que c'est des choses sur lesquelles avance Pixelis, mais ils ont réfléchi particulièrement pour nous aux liens spécifiques avec le bonheur au travail. Au départ, ça peut vous paraître décalé, vous vous dites peut-être, mais je suis pas directrice, responsable marketing. Quel est le rapport? Et en fait, moi, je retiens plusieurs choses, mais c'est que en fait, la marque, c'est le médiateur de la schizophrénie ou pas avec son organisation. Quand on parle de marque, on parle d'identité, cette espèce d'amour ou de haine avec mon travail ou mon organisation. Deuxièmement, en fait, chacun d'entre nous peut tenter de manière subversive de se saisir de sa marque et en faire quelque chose. Et même si je suis moi-même pas en exposition client, et ça je trouve ça vraiment fort, et si dans mon propre service, dans mon équipe, on se bâtissait notre propre marque.